une chose qui est et agit par la seule nécessité de la nature. Contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette consistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte. Non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait un effort, autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a la conscience de son effort, autant qu'elle peut pour se mouvoir, croira qu'elle est très libre et qu'elle persévère dans ce mouvement parce qu'elle le veut. C'est par cet extrait de la lettre 58 que je souhaitais ouvrir le cycle de conférences intitulé Spinoza à Assas, consacré aujourd'hui à la philosophie politique, mais aussi à la séparation des pouvoirs. Merci à vous de votre présence à la 20e conférence, la première de l'année, organisée par l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas. Créée en décembre 2015, notre association a développé plusieurs cycles de conférences. Se dérouleront cette année la 3e conférence Hannah Arendt à Assas, portrait d'une femme libre et engagée. Lors des 2 premières éditions, Yves Delaporte, Emmanuel Faye, Katia Genel, Antonia Grudenberg, Arthur Guézangar, Martine Lebovici et Aurore Emregen nous avaient fait l'amitié d'intervenir sur cette amie de la liberté dans son acception républicaine, mais aussi citoyenne. Sera également organisée la 2e édition de Paris Event on Isaiah Berlin, avec le soutien très apprécié de l'éditeur de Berlin, Henry Hardy, sur son excellent site The Isaiah Berlin Virtual Library, dont s'occupe actuellement Marc Potter. La première édition avait réuni Alexis Butin, Gilles Delannoy, Maria Dimova-Cookson, Marie Garot et Kay Hiruta sur les conceptions négatives et positives de la liberté, mais également sur les visions différentes que Berlin et Arendt ont pu développer de la société idéale. Pour Berlin, cette société idéale correspond à ce qu'il nomme la decent society, une société décente, c'est-à-dire une société dont les institutions n'humilient pas les individus. C'était un terme qui avait été utilisé par Avishai Margalit. Alors que pour Hannah Arendt, son modèle serait plutôt la Free Republic, la République libre, une République citoyenne, engagée. Se tiendra également la 3e journée nationale de l'accès au droit dans la luxuriante Maison de la Justice et du Droit à Villemoisson-sur-Orge, qui se tiendra à la fin du mois de mai. Enfin, en décembre prochain, une nouvelle conférence sur le défenseur des droits aura lieu. Le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, en décembre 2017, et la défenseur des enfants, Mme Geneviève Avenard, le 4 décembre dernier, nous avaient honorés de leur présence. Nous remercions également l'Université Panthéon-Assas qui nous met à disposition ces très belles salles et permet ainsi la tenue des conférences et tables rondes que nous organisons. Or, plusieurs cycles de conférences existent déjà dans les universités parisiennes par rapport à Spinoza. Bonjour. Spinoza à Paris 5 et Spinoza à Paris 8, que dirige actuellement Charles Bamon, qui sera notre 2e intervenant de l'après-midi. Bien qu'on le considère principalement comme un philosophe,
l'apport de Spinoza au droit nous semble essentiel. Et donc André-Charles Pluma et moi avons estimé qu'il pourrait être intéressant et original de proposer une table ronde annuelle sur Spinoza à Assas. Assas, le temple du droit, pour reprendre une formule d'Emmanuel Faye. Ce cycle aura pour objectif de nourrir une réflexion et une discussion à la fois philosophique, mais aussi juridique sur Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam, qui faisait partie de la République des Provinces-Unies, et mort en 1677. Il fut l'auteur notamment de l'Éthique, du traité de la réforme de l'entendement, du traité théologico-politique et du traité politique. Issu d'une famille de juifs portugais qui ont émigré en Hollande, il suivit très jeune les cours de l'école talmudique d'Amsterdam. Il travailla dans le commerce de son père et fréquenta les milieux des chrétiens libéraux et des libres penseurs. En 1656, il fut excommunié de la synagogue et ne put subvenir à ses besoins, notamment qu'en polissant des verres de lunettes d'approche, très controversé par les milieux religieux, à cause notamment de la parution de son traité théologico-politique. Madame le professeur Blandine Criogène, ancienne membre du comité consultatif national d'éthique, expliquera pourquoi Spinoza n'est pas un auteur archaïque, mais un auteur dont on peut voir une certaine modernité. Charles Ramond interviendra sur le sujet suivant, préférence et justification pour une séparation spinoziste de la politique et de la morale. Enfin, André-Charles Pluma exposera son point de vue, très original, vous allez voir, de Spinoza, le principe de séparation des pouvoirs à l'épreuve du concept d'incomplétude normative. Alors, Madame Blandine Criogène, merci d'être venue, c'est vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes philosophe, professeur des universités, ancienne présidente du Haut Conseil à l'intégration, ancienne aussi conseillère de Jacques Chirac, et vous avez donc fait partie du comité consultatif national d'éthique. Vous avez publié en 2018 Spinoza, l'autre voie, publié aux éditions Le Seuil. Et nous sommes vraiment très honorés de vous entendre donc aujourd'hui sur Spinoza, l'autre voie. Pouvez-vous nous expliquer donc pourquoi Spinoza n'est pas un auteur archaïque et pourquoi vraiment il est très important de l'étudier aujourd'hui? Merci, cher Yann Saïd. En entendant la présentation de notre débat aujourd'hui, je dirais qu'il y a un véritable chiasme, puisque moi, au fond, j'ai décidé de vous parler un peu de la philosophie de Spinoza, et je vois que Charles Ramond, qui la connaît à l'envers et à l'endroit, lui, va s'intéresser à sa philosophie politique, à son droit politique. Et je me réjouis beaucoup. Et M. Cuba va donc nous parler de la séparation des pouvoirs, ce qui est un thème très important, évidemment, dans la philosophie politique de Spinoza. Mais si vous voulez bien, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici, dans ce temple du droit, pour citer Emmanuel Faye, au milieu des juristes, et c'est votre invitation, je vous remercie chaleureusement, qui m'honore tout à fait. Alors, en guise d'avant-propos, je voudrais essayer d'éclairer rapidement une interrogation préalable, le retour inattendu, imprévisible et imprévu, et cependant irrésistible de la philosophie de Spinoza. Alors je vais dire que non seulement il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi l'extraordinaire engagement de l'école française des spinozistes, dont Charles Ramond est l'un des fleurons, avec son séminaire international Spinoza. Mais au fond, si on énumère ce qui a permis ce retour du spinozisme, qui est à la mode, comme on dit, eh bien je dirais, d'abord il y a la curiosité de la jeune génération, ensuite il y a l'extension internationale de l'intérêt pour le spinozisme, en particulier dans le monde anglo-saxon, Nadler, Jonathan Israel, Viger Velema, et puis les chercheurs brésiliens, les chercheurs allemands. J'ai donc déjà signalé l'importance de l'école française spinoziste, qui a joué un rôle de premier plan, mais
En dehors de ça, il y a aussi un intérêt pour Spinoza qui était porté par les astrophysiciens, les mathématiciens, Einstein, Cantor, et d'ailleurs, dernièrement, également tous les les psychologues, les sciences cognitives et les psychanalystes pour une fois rassemblés, Freud, Atlan, Damasio. Bon, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde qui s'intéresse aujourd'hui à Spinoza, mais à la vérité, au-delà de ces forces convergentes, n'est-ce pas, qui se sont rassemblées, eh bien, il me semble qu'il y a une cause principale, et en quelque sorte unique, qui est l'essoufflement de la voie principale de la modernité philosophique. Et par là, j'entends évidemment le cartésianisme et le transcendantalisme kantien, jusqu'à l'ontologie subjective de Heidegger, en passant par la philosophie de Hegel, du post-kantien, et la philosophie de la révolution. À mon avis, ce qui explique l'intérêt du spinozisme, non seulement pour les philosophes, mais pour beaucoup de scientifiques, nous l'avons vu, et donc pour les juristes, eh bien, c'est que Spinoza trace une voie différente, n'est-ce pas, de la modernité qui s'est développée à partir, disons, de la Renaissance. Alors, en quoi Spinoza pourrait-il intéresser les juristes et les chercheurs en droit? On peut répondre parce qu'il est, au fond, un philosophe politique moderne. Vous venez de l'évoquer, c'est très juste. Il a consacré 2 traités politiques qui ont connu d'ailleurs un grand succès, le premier surtout, un grand succès de scandale, le traité théologico-politique et le traité politique, qu'on a redécouvert assez récemment. Mais à mon sens, on contournerait l'essentiel, c'est-à-dire au fond les fondements même de cette pensée politique et juridique, si on ne disait pas quelques mots sur l'orientation philosophique de Spinoza. Et alors, je voudrais dire pourquoi. Eh bien, parce qu'en fait, elle a d'abord une réputation de complexité, parce qu'elle est d'autant plus complexe, parce que dans les exposés canoniques de la philosophie, de l'histoire de la philosophie de l'école, dans lesquels nous avons été formés, une philosophie qui était dominée par la grande philosophie allemande, les post-kantiens jusqu'à Heidegger, Spinoza n'avait quasiment aucune place. Il était tenu pour un médiéval, parce qu'il n'était pas un philosophe moderne, et par là, on entendait un philosophe du sujet. C'est ce que Heidegger a exprimé mieux que personne dans sa lettre à Chimie, que Spinoza, finalement, ne comptait pas, qu'il était un archaïque. Et c'est ce qu'on retrouve encore, par exemple, dans l'histoire des idées politiques telle qu'elle a conçue Alain Renaud, puisqu'il a mis Horesco référence, Spinoza, dans les théologiens médiévaux. Alors, il est incontestable, c'est pas que dans sa voie principale, ce qu'on appelle la philosophie moderne, la via moderna, commence avec Descartes et le cartésianisme. Évidemment, déjà quand on fait l'impasse sur la philosophie de la Renaissance, mais je vais y revenir, et se poursuit ensuite jusqu'au transcendantalisme ancien, jusqu'à la phénoménologie, et c'est une philosophie du sujet qui, comme le dit très bien Kant, a un rapport avec la révolution copernicienne. Elle se caractérise par la renonciation à l'ontologie des anciens, l'émergence de ce que, par exemple, Michel Foucault appelait l'empirico-transcendantal, et ça a été la voie principale de la philosophie. Alors, son point de départ, officiel, n'est-ce pas? Officiel, puisqu'il y a quand même une évoquée auparavant, une mise entre parenthèses de ce qui s'est passé plus tôt. C'est la crise philosophique provoquée par la révolution de la mécanique moderne, qui, évidemment, a mis fin à la domination philosophique de l'aristotélisme qui régnait au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'il est important de repartir de ça, parce qu'un des reproches qu'on fait souvent à Spinoza, c'est d'être un aristotélicien, ce qui est un con, bien sûr. Mais, donc, premièrement, en effet, Aristote est un philosophe d'autant plus important. Il a été d'ailleurs redécouvert dans sa politique par, au fond, la philosophie politique moderne, avec la traduction que Leonardo Bruni a donnée au XVe siècle de la politique, une traduction admirable, on trouve l'exemplaire en latin à la Bibliothèque nationale. Eh bien, Aristote avait mais là, il ne s'agit pas de l'Aristote politique, mais de l'Aristote, si vous voulez, physicien. Car Aristote avait en effet proposé un système complet, métaphysique, théologique et physique, je laisse de côté pour l'instant la politique, qui avait au fond dominé le Moyen-Âge, et où étaient articulées les relations de Dieu, de l'homme et de la nature, dans un ensemble dont la clé de voûte était sa physique.
une physique hautement théorique, et elle se représentait le monde comme un cosmos fini, géocentré, hiérarchisé, dont l'état normal était le repos. Donc Aristote faisait une division au couteau, si je puis dire, entre l'astronomie céleste, des sphères lumineuses, pondérables, parfaites, qu'on pouvait parfaitement géométriser, et la physique terrestre, des corps lourds, des corps en mouvement, des corps matériels, qui, elles, ne pouvaient être quantifiées parce qu'il y avait dans cette physique terrestre une hiérarchie de formes substantielles, n'est-ce pas, des composés, un composé d'âme et de corps, de forme et de matière, et comme au fond, on ne peut pas quantifier, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, on ne peut pas quantifier des choses qui sont qualitativement différentes, et bien il n'y avait pas de géométrisation possible de la physique terrestre. Et on pouvait, le physicien pouvait se poser la question de sa quiddité, n'est-ce pas, de sa, comme le faisait Aristote, de sa finalité, mais pas, on ne pouvait pas la géométriser. Alors, chacun sait aujourd'hui qu'à cette représentation, au fond, du monde, eh bien, la recollection de la science antique par la Renaissance, qui a redécouvert Ptolémée, qui a redécouvert Archimède, c'est-à-dire déjà des géométrisations de la physique terrestre à travers la géographie de Ptolémée et la statique d'Archimède, les efforts au fond de Nicolas Copernic, de Tycho Brahe, de Kepler, de Galilée, ont abouti à substituer à cette idée d'un cosmos fini, l'idée d'abord d'un monde beaucoup plus grand, puis ensuite infini, non pas géocentré, mais héliocentré, égal dans toutes ses parties, bref, une physique qu'on pouvait mathématiser, physique terrestre, pareil que semblable à la physique terrestre, qu'on pouvait mathématiser et qu'on considérait comme en mouvement. À partir de là, évidemment, toutes les relations qui avaient été imaginées entre Dieu, la nature et l'homme, eh bien, il fallait les repenser. Il fallait les repenser, et c'est là le temps de la Via Moderna, le temps de Descartes, mathématicien et physicien, était venu, et donc il est incontestable que la reconstruction philosophique de Descartes a été magistrale et qu'elle a en quelque sorte formé, n'est-ce pas, toute la voie, toute une grande voie, n'est-ce pas, une voie remarquable de la philosophie moderne. Parce que Descartes, donc, part de l'écoulement général des certitudes, il en fait une sorte de scénario avec son doute méthodique, un doute hyperbolique, n'est-ce pas, sa fiction du malin génie, et il reconstruit toute la philosophie. Alors, son point de départ, il l'a reconstruit à partir du sujet, je doute, je pense, je suis, première vérité, à partir également de l'idée d'un dualisme, d'une séparation désormais ontologique entre l'âme et le corps, contre l'idée aristotélicienne des formes substantielles, c'est-à-dire qu'il y a toujours à tous les échelons un composé d'âme et de corps, non, n'est-ce pas? Pour Descartes, dans la nature, il n'y a que deux substances différentes, la res cogitans, c'est pas la chose pensante, et la res extensa, la chose étendue, ce qui lui permet, donc, cette fois, si le corps n'est plus qu'étendu, c'est-à-dire s'il n'est plus qu'espace, de le géométriser. Donc, si vous voulez, de donner droit de cité à la mécanique géométrique moderne. Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs, en la développant, en inventant, si vous voulez, un certain nombre de la dioptrique, puisque chacun sait que le discours de la méthode est une introduction à la dioptrique, lui-même, c'est un grand physicien, Descartes, même si plus tard ses successeurs ont des mots trop durs pour lui, comme par exemple Leibniz, mais enfin c'est un des grands physiciens. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, eh bien ce dualisme entre l'âme et le corps, Descartes le réplique dans l'homme, mais aussi dans l'âme, par la séparation entre l'entendement qui est fini et la volonté qui est infinie. Il conserve l'idée d'une supériorité, d'une éminence, comme on dit à cette époque de l'âme sur le corps, dans une philosophie qui est donc idéaliste. Alors, il y a évidemment, dans cette reconstruction, je suis très brève, très injuste, mais des conséquences absolument remarquables qui vont évidemment former tout le cours de la philosophie à venir. La première, c'est que l'homme est exilé de la nature. La seconde, c'est que la nature est privée de qualité. Et plus tard, évidemment, ses petits-neveux, comme il disait, Nietzsche, Max Weber, diront que la nature est désenchantée, elle n'a plus de qualité. Dans le même temps, et ajoutons, n'est-ce pas, que la réalité elle-même
n'est-ce pas, devient évanescente. Vous savez, elle est très néant, n'est-ce pas? Elle est fantomatique. Dans le même temps, l'homme peut devenir, alors ça c'est un autre aspect, maître et possesseur de la nature, et il y a un ensemble de théories, enfin, qui font aujourd'hui des problèmes, considérées comme barbares, la théorie des animaux-machines, où l'homme peut aussi dresser sa propre nature, donc traiter des passions. J'ajouterais, parmi ces conséquences, c'est vrai qui ont vraiment joué un rôle et informé la philosophie moderne et contemporaine, les aventures du sujet. Non seulement l'opposition de la nature et la culture, mais aussi une certaine démiurgie, n'est-ce pas, le prométhéisme. Bientôt, ces petits-neveux diront que l'homme doit devenir surhomme, n'est-ce pas? Ça c'est Nietzsche. Que Dieu, qui est déjà très éloigné, n'est-ce pas, dans la philosophie de Descartes, pas tout à fait le Dieu caché du jansénisme, qui est éloigné, mais il joue un rôle. Que Dieu caché est mort, c'est Hegel, n'est-ce pas, avant Nietzsche qui dit que Dieu est mort. Que la morale est par-delà le bien et le mal. Bref, finalement, ce que les philosophes eux-mêmes au XIXe et au XXe siècle ont diagnostiqué à propos de cette via moderna comme la montée du nihilisme. Alors, après cela, je voudrais expliquer en quoi, au fond, la via spinosiana, la démarche de Spinoza, qu'on a présentée longtemps, et tout à fait à tort, comme celle d'un petit cartésien, d'un grand cartésien, mais enfin d'un cartésien, comme le milieu de Descartes, est très différente. Et donc j'ai beaucoup insisté dans mon livre sur le fait que Descartes n'est pas comme que Spinoza n'est pas, comme on me l'avait enseigné, un cartésien, même dissident, mais il n'est pas cartésien. Pourquoi? D'abord, j'admets tout à fait que son inspiration, son point de départ soit le même, c'est-à-dire la nécessité de reconstruire la philosophie dans le contexte de la mécanique moderne. Mais d'abord, première chose, sa formation philosophique est tout à fait différente de celle de Descartes. Descartes, chacun le sait, a été instruit au collège de la Flèche, c'est-à-dire, au fond, dans ce grand courant moderniste qu'est le courant jésuite. Lui, Spinoza, a été instruit par la pensée judéo-espagnole, qui la première, avec Asda et Crescas, qu'il cite explicitement, a mis en cause la pensée aristotélicienne et défendu l'idée d'infini. Il a aussi été profondément influencé par la Kabbale, avant de l'être par la pensée moderne, puisque, au fond, son ami et son maître, Franciscus van den Linden, l'a fait lire Hobbes et Descartes, mais aussi la Renaissance. Et je le soulignerai, je ne l'ai pas indiqué dans mon livre, parce que je connaissais, au fond, moins bien la pensée de la Renaissance que je peux l'approcher aujourd'hui. Il a été, au fond, Spinoza est beaucoup plus proche de la philosophie de la Renaissance, qui est une philosophie kabbaliste, je pense à Marcille Fissin et à Pic de la Mirandole, que, évidemment, Descartes, qui en est très loin, et par la mécanique moderne. Alors, première chose, dès l'origine, et ça c'est dans le traité de la réforme de l'entendement que vous avez cité, très justement, Descartes procède à une critique absolument radicale d'Aristote, beaucoup plus radicale dans le sens que celle de Descartes, je l'explique dans mon livre, et sa philosophie va être très éloignée de celle de Descartes. Si on reprend le petit schéma là, que j'ai indiqué, d'abord à la place du sujet, n'est-ce pas? Spinoza commence par Dieu. À la place d'une séparation ontologique entre l'âme et le corps, c'est-à-dire la conception dualiste, eh bien, Spinoza nous propose quelque chose qu'on a intitulé, de façon peut-être approchée, le parallélisme, c'est-à-dire en fait un refus de l'idée d'une éminence de l'âme sur le corps, alors que Spinoza met l'âme et le corps sur le même plan, n'est-ce pas, sur le même plan, et à la place, au fond, d'un monde qui est séparé de la connaissance, une connaissance qui porte sur le monde, et une place éminente reconnue à la politique. Alors, là, je vais reprendre ces points les uns après les autres, et pour essayer d'exposer brièvement en quoi c'est une alternative aujourd'hui, n'est-ce pas, de la philosophie moderne, et pourquoi elle a paru à beaucoup de lecteurs qui ne sont pas nécessairement des philosophes, mais c'est bien comme quelque chose qui est beaucoup plus actuel et en prise avec les problèmes que nous nous posons aujourd'hui, et que nous avons raison, que la philosophie cartésienne et transcendantale, qui pourtant a dominé, n'est-ce pas, quelques 3 et 4 siècles, la philosophie générale. Alors, d'abord, au fond, Dieu. Là où Descartes commence par le sujet, lui, Spinoza, débute par Dieu. Livre 1 de l'éthique, n'est-ce pas? Le Dieu, alors, quel Dieu? Le Dieu de Spinoza, n'est pas le Dieu des théologiens de son époque, bien sûr, mais par contre, c'est tout à fait le Dieu qui a une formation un peu de mécanique classique, c'est le Dieu des astrophysiciens de son temps,
et d'ailleurs d'une autre. C'est le Dieu de Kepler, c'est le Dieu de Newton, c'est le Dieu d'Einstein. Je vais citer Einstein. Vous savez, pour l'insecte aussi bien que pour l'étoile, êtres vivants, végétaux ou poussières cosmiques, nous dansons tous sur un air inconnu, joué au loin par un flûtiste mystérieux. Alors, pour Spinoza, en effet, Dieu est la seule substance. Et c'est une formule, vous voyez, quand je dis qu'il y a des liens vraiment très profonds avec la philosophie de la Renaissance, c'est exactement la formule de Pic de la Miranda. Dieu est seule substance. C'est pas seulement du Spinoza, c'est déjà du Pic de la Miranda. Ce dont l'essence enveloppe l'existence. Il est cause de soi, de tout ce qui existe, infini, tout-puissant, créateur non finaliste de la nature. Alors j'essayais de montrer qu'on comprend un peu souvent de travers la fameuse formule que tout le monde cite, du Deus sive natura. En fait, d'ailleurs, elle n'apparaît qu'en incise dans la préface du livre 4, car en vérité, Spinoza distingue la création, c'est-à-dire la natura naturans, des choses créées, natura naturata. Et alors, Dieu, pour lui, a des attributs infinis, mais nous n'en connaissons que deux. Là aussi, n'est-ce pas? C'est très curieux. En fait, c'est kabbaliste, parce que c'est ce qu'on trouve dans le Pic de la Miranda. Nous n'en connaissons que deux, l'âme et le corps, et chacun sait, c'est une chose très connue, que le fond, un des plus grands scandales qu'a provoqué Spinoza, c'est d'avoir mis le corps sur exactement le même plan, la matière sur exactement le même plan que l'âme. Ce qui était déjà, après la redécouverte de Démocrite et d'Épicure, par Boggio Bracciolini dans l'Italie du Quattrocento, une orientation, n'est-ce pas, d'une autre via moderna, qui est celle de la philosophie de la Renaissance. Et car l'étendue, chez Spinoza, est un attribut de Dieu au même titre que l'âme, et c'est précisément une conception que Spinoza partage avec Kepler et que reconduit Newton, c'est-à-dire, et qui vient en vérité de la Renaissance. Donc les lois de nature sont les lois de Dieu, dans une causalité qui est nécessaire et univoque. Il n'y a pas quatre causes comme chez Aristote, mais bon, Dieu est la grande énergie présente dans le monde, n'est-ce pas, la vie. Comme dans Phédon dit que l'âme est la vie. Dieu est la vie, l'énergie. Alors, à partir de là, évidemment, il y a un certain nombre de conceptions qui sont tout à fait inédites par rapport à celles de la via moderna cartésienne, de la nature et de la nature humaine. Je vais les résumer rapidement. Qu'est-ce que nous disait de la nature, au fond, Descartes? Trois choses. Que la nature se réduit, si on entend par là le monde de la physique terrestre, se réduit à l'étendue géométrique. Donc, dans ces conditions, que puisque la nature est dépourvue d'âme, donc de valeur, nous sommes étrangers à elle et nous sommes supérieurs à elle. Nous ne sommes pas dans la nature. Troisièmement, que le rapport de dressage ou de discipline que nous pouvons infliger aux animaux et aux autres êtres naturels, c'est-à-dire au corps, est exactement valable pour la partie de notre nature, le corps sensible, qui lui aussi est sujet aux passions et à la finitude, et donc à l'erreur et au mal. Alors ce sont des conséquences qui sont favorables à la science, si vous voulez, physique, c'est-à-dire à la géométrisation de la physique terrestre, mais qui sont beaucoup moins favorables à la biologie et à la chimie. Parce que si l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature, eh bien, ça veut dire qu'il est totalement séparé d'autres essences singulières, qu'il est séparé des animaux, qu'il est séparé des végétaux, qu'il est séparé des minéraux. Et on reviendra sur cette question de la pierre, parce que c'est en fait, ça c'est un vieux tube de la philosophie, si vous voulez, médiévale, la pierréité de la pierre, etc. Le végétal, le minéral, n'est-ce pas? Mais autre conséquence de nature métaphysique. Chez les successeurs de Descartes, par exemple chez Kant, la division au fond des mondes entre le monde des phénomènes, qui est seul connaissable par l'entendement, et le monde de la raison pure, projeté par les idées, induit un monde au fond de la morale, de la raison pratique, et des postulats de Dieu, et donc au fond une séparation de la métaphysique et de la morale, et une séparation des mondes. Alors, revenons à Spinoza. Que nous dit-il de la nature? Eh bien, dans la nature, pour lui, il n'existe que deux réalités, Dieu et les modes, et c'est tout. La substance et les existences singulières. Et à partir de là, au fond, il déroule trois propositions fondamentales. Premièrement, la nature n'est pas séparée de Dieu, mais rattachée à lui. Et donc, nous sommes conduits à réfléchir à les lois de Dieu comme des lois de nature. Les caractéristiques de la nature sont la nécessité et la rationalité. Et les choses produites par Dieu n'ont pas été par la liberté de sa volonté, mais par le seul enchaînement, n'est-ce pas, des effets et des causes. Deuxièmement, il rétablit dans la nature une égalité. Pas de dualisme,
Pas de séparation ontologique de l'âme et du corps, ils sont sur le même plan. Les attributs de Dieu et se distribuent également dans l'univers, c'est ce qu'on a appelé le parallélisme. Je ne vais pas entrer dans la discussion sur ce point parce que c'est complexe, mais au fond, si on traduit en langue vernaculaire, il y a du code et de la matière partout, organisé autrement, mais partout présent. D'abord chez les animaux, chez le cheval, l'insecte, mais aussi chez les minéraux, la pierre, bref, dans toutes les existences singulières. Alors évidemment, premier point, enthousiasme des biologistes et des naturalistes, puisque nous savons que les animaux peuvent avoir un comportement intelligent, nous savons aujourd'hui que les végétaux communiquent et se protègent par genre, font les découvertes extraordinaires de la botanie, enfin des botanistes aujourd'hui. Spinoza va plus loin, n'est-ce pas? Il prétend que dans la pierre également, il y a de l'essence, entendez, du code. Alors là, évidemment, c'est les chimistes qui sont contents. Parce que si on regarde le tableau de Mendeleïev, on voit bien qu'il y a du code dans les minéraux. Il y a du code. Donc, enfin, troisièmement, évidemment, le refus de la hiérarchie cartésienne des modes vivants, qui interdisait aux animaux même une âme sensitive, que leur avait reconnu Aristote, résonne aujourd'hui au fond d'une actualité indéniable. Et enfin, c'est peut-être ça qui est le plus important, contrairement cette fois à Kant, pour Spinoza, il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a qu'une seule nature infinie, et contrairement à l'interdit kantien, on peut élaborer une cosmologie rationnelle. Il n'y a pas plusieurs mondes, il n'y a pas plusieurs causalités, parce qu'il n'y a qu'une seule, c'est la fameuse définition 6 de l'éthique 2, par réalité et perfection, j'entends la même chose, tout est sur le même plan, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de hiérarchie dans l'être, la nature ne s'explique ni par le bien, ni par le mal, ni par l'ordre de la confusion, la beauté ou la laideur, ni par la faute et le mérite, mais par la seule nécessité. Autrement dit, bien sûr, il y a des perceptions sensibles, esthétiques ou morales de la nature, et pas de réalité, n'est-ce pas, ce sont des perceptions que nous en avons. Et enfin, dernière chose, le monde est en mouvement, constitué par des modes, des étangs, n'est-ce pas, reliés entre eux à l'infini par le processus déterminé et nécessaire dans l'espace et en mouvement dans le temps. Alors maintenant, voilà pour, je vais très vite, hein, je vais à marche galop. Alors, la nature de l'homme, la nature humaine. Eh bien, Spinoza, vous savez, on l'a appelé l'humanité, essence de l'homme, tout ce qu'on veut. Lui, Spinoza désigne, au fond, la nature de l'homme sous le nom de mode, n'est-ce pas? Chose singulière, individu. Alors, là aussi, une grande opposition avec Descartes, parce que pour Descartes, l'humain est d'abord le sujet, le je pense, n'est-ce pas, le cogito. Donc, si vous voulez, il est une subjectivité. Pour Spinoza, l'homme est un mode. Il pense, n'est-ce pas, homo cogitati, une objectivité. Et pour Descartes encore, si vous voulez, l'homme est sujet, et par le caractère de sa volonté infinie, il est doté de liberté métaphysique. Et enfin, le caractère psychophysique de l'homme conduit à une morale qui s'élève vers Dieu d'un côté, mais s'abaisse au dressage des passions de notre corps de l'autre. Eh bien, c'est toutes les choses, c'est très différent chez Spinoza, parce que l'homme est puissant, il est animé par une force de persévérer dans son être, le conatus, qui d'ailleurs vient de Dieu, mais il n'est pas tout puissant. Il demeure dans la nature, qui est beaucoup plus puissante que lui. Lui aussi dispose d'un esprit, livre 2, d'affect, livre 3, mais ça ne recouvre pas exactement, ces définitions, l'opposition cartésienne de l'âme et du corps. Et là, je vais citer encore une fois Einstein, parce qu'Einstein comprend, à mon sens, très très bien Spinoza. Voici ce qu'il dit. Pour Spinoza, le psychique et le physique ne sont que des formes phénoménales différentes, régies par les mêmes lois d'une seule réalité. Cette conception, en tant que connaissance scientifique, est devenue le bien commun de tous les hommes entreprenant un effort spirituel. Cependant, même notre temps est encore fort éloigné de tenir de cette connaissance pour la vie des conclusions aussi conséquentes que celles de Spinoza. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle conception? La première, c'est que l'homme n'est pas une substance. Il est fini, son existence n'est pas nécessaire, il est créé. Mais justement, il n'est pas créé immédiatement par Dieu. Il n'est pas première des résultats. La nature humaine est en Dieu, mais elle n'est pas semblable à Dieu. Il n'y a pas d'anthropologie, si vous voulez, du fond humain du divin.
parce qu'elle est finie et médiée. Donc les humains ne sont pas premiers, ils ne sont pas non plus derniers, ils sont inscrits dans une chaîne de causalité et ils ne peuvent pas prétendre se substituer à Dieu. Alors, à partir de là, bon, alors qu'est-ce qu'un esprit humain? Qu'est-ce que le corps humain? Là, évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que les choses sont complexes, mais je voudrais simplement, en quelque sorte, si vous voulez, d'évaluer et déchirer les idées reçues sur le spinozisme. Alors, d'abord, première chose, c'est une idée qui constitue d'abord l'être l'esprit humain. C'est une idée. L'homme pense. Mais il a un objet. Quel est son objet? L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. Autrement dit, dit-il, un certain mode de l'étendue existant en acte et rien d'autre. Donc l'esprit n'est pas une substance, une faculté, il est l'idée d'un corps. Mais troisièmement, et là évidemment, ça a été très bien mis comment vous dire, en valeur par les travaux de l'école française, font partie Charles Ramon, Pierre-François Moreau, Chantal Jacquet. C'est la fameuse proposition 2 de l'éthique 3. Il n'y a aucune relation de domination de détermination entre l'esprit et le cœur, car, dit-il, Spinoza, ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit ne peut déterminer le corps au mouvement ou au repos ou à quelque chose d'autre. Autrement dit, Spinoza, c'est ce qu'il faut quand même l'affirmer, n'est ni idéaliste, ni pas spiritualiste, voilà, mais il n'est pas matérialiste non plus. Parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'esprit et le corps et réciproquement. Et donc, malgré tous ces réfutateurs ou ces zélateurs, Spinoza n'est pas plus un athée de système, comme l'avait dit Bell, qu'un matérialiste de parti, comme on l'a dit plus récemment. Il n'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. Alors, l'individu. Alors, qu'est-ce que c'est au fond l'individu et l'individu humain? L'individu s'oppose au sujet parce qu'il est le résultat d'un processus d'individuation. Et comme Spinoza explique, les corps sont des corps, des individus d'individus, bref, des compositions. Et les corps humains, le corps humain en particulier, dit-il, est composé à son tour d'un très grand nombre d'individus et a besoin pour se conserver d'autres corps. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans sa traduction tout à fait remarquable du traité politique de Spinoza, de ce point de vue, Charles Ramon a tiré des conséquences remarquables pour la politique. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, la puissance et la composition des puissances, n'est-ce pas, qui fait la force d'une politique. Et si la démocratie est un impérium absolutum, le meilleur des régimes, c'est parce qu'il y a une composition de tous les individus qui concourent, si vous voulez, à l'organisation démocratique. Mais ça, vous voyez, alors je dirais que là, on touche évidemment à la partie, à mon avis, la plus éblouissante et la plus actuelle de la conception spinoziste, parce qu'il l'a élaboré à une époque où on ne connaissait pas du tout la théorie de l'évolution, ni l'ontogenèse, ni la phylogénèse. Et surtout, si vous voulez, qui est la plus éloignée de la voie principale de la modernité. En effet, l'anthropologie kantienne, sortie en droite ligne de la philosophie cartésienne, nous a enseigné, c'est ce que j'ai appris, ça m'avait enthousiasmé quand je l'avais lu à l'époque, qu'au sein de la nature, l'homme par son corps est le plus démuni et le plus faible des animaux, n'est-ce pas? Il n'a pas les crocs des loups, comment les griffes des lions, enfin bref. Eh bien, Spinoza va affirmer exactement l'inverse. Il dit que si l'esprit humain est capable de connaître la complexité, c'est pour autant que son corps lui-même est plus complexe et plus composé d'individus. Et ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Et c'est là qu'il est plus actuel pour nous que Descartes. Pourquoi? Parce que finalement, sans se forcer, il a défendu une conception que les naturalistes, n'est-ce pas, qui viennent après la révolution de la mécanique classique, n'ont cessé de défendre et d'essayer de nous enseigner, à savoir que l'homme n'est pas étranger au monde animal et végétal, que réciproquement la nature, les plantes et les bêtes sont moins éloignées des hommes que nous l'avons cru, influencés que nous étions par son courant dominant, la Diabattona. Deuxièmement encore, l'astrophysique de Spinoza, et bien à partir de là, qui soutient sa psychophysique, s'actualise au fond sans difficulté dans le passage d'une physique à une médecine, et au fond peut se comprendre, mais comme on nous l'a exposé dernièrement, comme une logique du vivant. Il y a une logique du vivant, ou encore, n'est-ce pas, il y a les machines à penser partout, il y a du code, du programme, non séparé des corps.
Dans tous les corps, quel qu'il soit, il y a du code et il y a du programme. Autrement dit, et les cellules de notre corps matériel sont nées à un programme, le code et la matière sont partout. Et bon, voilà, ça c'est ça l'intérêt que Spinoza a suscité chez les biologistes, et en particulier chez les neurobiologistes, qui étaient intéressés au mind-body problem, changeux, Damasio, Adlon, ils ne sont pas d'accord entre eux et on peut pas obligé de les suivre, mais ça, si vous voulez, ça a évidemment alerté leur intérêt. Et donc, dernier point, enfin, dernière conséquence de cette actualité de cette philosophie de Spinoza. Si vous avez lu Kant, n'est-ce pas, dans la philosophie transcendantale de Kant, vous savez que l'histoire de l'humanité et l'étude du sujet sont justiciables d'une projection des idées de la raison, mais pas de connaissances phénoménales. Tandis on ne peut pas, eh bien, pour Spinoza en revanche, on peut constituer une psychologie rationnelle. Comme a dit très bien Bernard Contras, une belle formule, une psychique géométrisée comme il existe une physique mathématique. Donc, si vous voulez, au fond, on peut constituer une psychologie rationnelle, puisque pour lui, l'étude des passions et des appétits humains doit se faire comme s'il était question de lignes, de plans et de corps, c'est le préambule de l'éthique 2. Autrement dit, on peut construire une science de l'homme à l'opposé de l'interdit kantien. On peut construire une anthropologie rationnelle fondée sur une psychologie rationnelle. Et alors ça, c'est la grande découverte, évidemment, des affects, pour lequel, là encore, on voit beaucoup à l'école française. Et là, je veux citer, n'est-ce pas, qui font aujourd'hui l'objet d'un grand intérêt. Je vais passer rapidement, parce que c'est une chose, je crois, qui est mieux connue. Sur ce sujet, il faut voir le livre tout à fait remarquable de Chantal Jacquet, Les expressions de la puissance d'agir, et la divulgation, et une divulgation pédagogique, et que, pour ma part, j'estime remarquable, qu'on a proposé Frédéric Lenoir dans le Miracle Spinoza. En effet, au fond, ce que dit Spinoza, c'est que dans la nature humaine, il y a des affects, n'est-ce pas ? Et il ne reconnaît pas ni un mal ontologique, ni un vice humain dans ces affects, mais des sentiments qui mettent en jeu la nature, le corps, le mouvement, la puissance, l'idée. Autrement dit, une topologie tout à fait complexe à 4 plans. Et le désir et l'essence de l'homme, il y a 3 affects fondamentaux, le désir, la joie et la tristesse. Mais surtout, si vous voulez, au fond, ce qui est important, c'est que pour Spinoza, tous nos affects sont déterminés par le conatus, la puissance de persévérer dans notre être, une énergie vitale. Une puissance donc, non une impuissance. Le lieu des affects, ce n'est pas le lieu de l'impuissance. Il y a des affects qui sont liés à l'impuissance, à l'expression passive, mais il y en a d'autres qui sont au contraire fondamentaux pour l'augmentation de notre puissance d'agir. Et ils sont les affects, d'une manière générale, sont des jeux de pouvoir, et il y a la quantité des power games, n'est-ce pas, de conséquences qu'on peut tirer de cette conception que Spinoza a développé des affects. Ceux qui sont liés à la joie, à l'amour, augmentent notre puissance d'agir, ceux qui sont liés à la destruction, à la haine, la baisse, et en vérité, donc, quelles conséquences on peut tirer pour venir à bout des affections, pardonnez-moi, des addictions. Si les affects font intervenir le corps, la nature et l'âme, eh bien, ce n'est pas en morigénant les individus, n'est-ce pas, pour leurs vices ou leurs passions même tristes, qu'on en viendra à bout. Car un affect, pour être efficace, une idée doit se transformer en puissance, en force, en action. Donc, seuls les affects actifs peuvent venir à bout des affects passifs. C'est que seul un affect peut, si vous voulez, juguler un autre affect. Bon. On sait aujourd'hui que c'est vrai, n'est-ce pas? Et que c'est vrai, ça. Que seulement... Alors, j'en viens maintenant à l'éthique de Spinoza, mais je ne veux pas, au fond, aller être trop lent. Donc, pour dire simplement que Spinoza a développé des idées extrêmement novatrices sur les voies de la servitude et le chemin de la volonté, car que chez lui, la liberté ne peut exister que comme libération, et que sa morale commence par mettre en pièces le discours moral. Parce que dans la nature, s'il n'y a ni bien ni mal, mais seulement de la nécessité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour nous du bon et du mauvais, il y a évidemment pour nous du bon et du mauvais, et par conséquent, le bien et le mal n'existent pas dans la nature, mais la vie du sage et la vie, n'est-ce pas,
où la vie, si vous voulez, et la vie de l'insensé et du folle sont totalement différentes. Et là, je soulignerai simplement ça en passant, c'est que la conception au fond que Spinoza se fait de la morale est extrêmement proche de celle que la Renaissance italienne avait formulée sous le nom de Virtus et Fortuna. Elle est très proche, c'est la même. C'est l'idée que la nature est puissante, et que par conséquent nous ne sommes pas tout puissants par rapport à la nature est plus puissante que nous, mais que par la force, notre virtus, connaissance de ses rouages, on peut l'utiliser, la manœuvrer, la surmonter. Il n'existe pas de destin, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de providence. La libération passe par la connaissance, assise sur la raison, les lois de nature et les mécanismes de passion. Et d'ailleurs, et j'en arrive là, je vais dire quand même quelques mots de la politique si vous voulez bien, elle n'est possible que dans la société politique républicaine où l'homme découvre que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme qui vit sous la conduite de la raison, comme le dit Spinoza, peut être un Dieu pour l'homme. Et c'est donc seulement dans la République démocratique que peut se développer la vie rationnelle qui débouche sur l'amour intellectuel de Dieu, et l'éthique de Spinoza est inséparable d'une politique. Alors, je vais résumer rapidement cette partie. En quoi c'est une autre voie? Eh bien, et là je vais rapprocher, vous savez, la redécouverte de Spinoza n'est pas séparée, vous savez, il y a des modes intellectuels, mais qui sont liés à des mouvements profonds de la vie collective de la pensée. Et je suis frappée que, en même temps que la redécouverte de Spinoza, ça a pris du temps, il y a, alors que ça n'avait pas existé en France pendant si longtemps, il y a un intérêt dans l'historiographie, dans la philosophie politique pour la Renaissance, la redécouverte de la Renaissance. Ça va de pair. Et redécouverte, par exemple, de la République de Florence, qui est le lieu de naissance de la République moderne. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça c'est simplement une indication que je donne, parce que, évidemment, la voie spinoziste, la via spinoziana, prolonge une partie de ce qui a été découvert à la Renaissance, qui a été refermé. Hein, on sait à quel point Descartes, Mersenne étaient opposés à la dernière étape de la philosophie de la Renaissance. Alors, si vous voulez, je vais dire quelques mots, mais sans empiéter sur le je parle depuis combien de temps? Ça ne peut pas vous être trop long. Ça fait 35 minutes. Oui, alors écoutez, je vais vous laisser encore 10 minutes. Bien sûr. Bon, alors, je vais dire quelques mots sur la pensée politique de la Renaissance. Et, bon, si vous voulez, qui est une étape fondamentale pour Spinoza, sur la pensée politique de Spinoza, qui est pour lui une étape fondamentale du chemin de la liberté, c'est-à-dire de l'éthique de Spinoza, où s'accomplit sa morale wernérienne de la vie bonne. Donc, je vous renvoie pour l'essentiel, n'est-ce pas, à ce que j'en ai écrit. Et je vais laisser la parole à M. Climat, puisque, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au fond, dans le TTP aussi bien que dans le TT, ce sont des ouvrages qu'on ne peut comprendre si on ne les met pas, on ne les remet pas dans le contexte, n'est-ce pas, de leur époque, c'est-à-dire du mouvement de sécularisation. Qu'est-ce qu'a été la sécularisation? C'est une redéfinition des relations, des rapports du théologique et du politique. Et un certain nombre de contresens qui sont faits, à mon sens, à propos du traité théologique et politique de Spinoza, par exemple, qui aboutissent au fait qu'on laisse tomber complètement la seconde partie, c'est qu'on ne sait pas, ou on ignore, que dans cette problématique de la sécularisation, c'est-à-dire eh bien, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber du théologique? Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber? Qu'est-ce qu'on doit oublier? Qu'est-ce qu'il faut vraiment reléguer? Mais il y a aussi ça après les Lumières en France, n'est-ce pas, nous savons très bien ce qu'il faut laisser de côté. Et nous laissons de côté tout le théologique politique. Mais Spinoza pose une seconde question. Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'il faut garder? Et Spinoza garde pas mal de choses, n'est-ce pas, du théologique. Le pacte,
l'idée d'un gouvernement de la leçon des Écritures et de la République des Hébreux. Il garde, au fond, l'idée, trois choses fondamentales. Un gouvernement démocratique de la République assis sur le pacte, la liberté de penser, et troisièmement, la séparation des pouvoirs. Mais là, je vais laisser la parole à M. Plumard. Et je suis, comme je lui ai dit tout à l'heure, je suis très heureuse de voir que c'est une chose que j'ai relevée il y a 30 ans, qui n'avait eu aucun écho, et que M. Plumard est le premier que je rencontre, n'est-ce pas, qui souligne l'existence d'une théorie de la séparation des pouvoirs chez Spinoza. Bref, l'œuvre politique de Spinoza représente une étape fondamentale dans la constitution d'un droit politique lié au courant républicain. Alors, voilà. C'est la dernière question que je voudrais poser, et sur laquelle je voudrais dire quelque chose, c'est pourquoi, malgré les traductions nouvelles et tout à fait remarquables du TTP et du TP, de Pierre-François Moreau et Charles Ramond, la politique de Spinoza ne rencontre pas, jusqu'à présent en France, le même succès d'intérêt, et je dirais même d'unanimité, que sa philosophie. Eh bien, je pense que pour comprendre ce chiasme, c'est-à-dire la remise à l'honneur de sa philosophie et délaissement de sa philosophie politique, eh bien là, ce n'est plus du côté des philosophes et de la vieille moderne philosophie qu'il faut se tourner, mais du côté, au fond, de l'histoire des idées, de l'histoire des idées et des idéologies. Et voilà, et l'histoire des conceptions du développement politique, et c'est ce sur quoi je voudrais attirer maintenant votre attention. Parce que, et là les juristes, n'est-ce pas, ont leur mot à dire. En effet, à l'instar des deux voies de la philosophie moderne, l'histoire des idées, du développement juridique et politique, c'est aussi distribué en deux courants qu'à mon avis il faut connaître si on veut comprendre les orientations et les débats qui ont été alimentés et suscités. La pensée de Spinoza s'inscrit en effet dans le courant républicain moderne qu'on a appelé au XVIIIe siècle l'école du droit de la nature et des gens, un courant qui naît à la Renaissance dans la République de Cité, Leonardo Bruni, de Leonardo Bruni à Machiavel à Florence, qui se déploie dans les États-nations modernes, en France, en Angleterre, dans les provinces unies, à l'origine de la pensée politique moderne au XVIe, XVIIe siècle et XVIIIe siècle, Bodin, Hobbes, Spinoza, Locke, les penseurs de lumière française. Et pour former d'ailleurs un droit politique qui est différent du droit civil, n'est-ce pas, du droit privé, mais qui est absolument innovateur. Alors dans ce courant, le modèle républicain s'oppose au modèle impérial, n'est-ce pas, en substituant au droit romain impérial du corpus juris civilis, qui avait été la langue politico-juridique de l'Europe médiévale, un nouveau droit politique tout à fait moderne. Alors, dans les écoles, il a trouvé une carrière extrêmement élargie dans les écoles d'histoire politique anglaise et française, c'est bien alimenté par des historiens et des juristes, jusqu'au XIXe siècle, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, pour ne citer que ceux du XIXe siècle. En Angleterre, vous avez Allen, Maitland, Pocock, en France, de Fustel de Coulanges jusqu'à Chenon et de Clarion, qui, eux, ont combattu avec la dernière énergie une autre représentation du développement politique, celle de l'école allemande historique du droit, qu'on trouve chez Savigny et Mommsen, qui lisait très différemment le développement politique européen, en le rattachant non à ce développement républicain, à partir de la République de Florence, mais au Saint-Empire romain germanique. Et selon l'école historique du droit, l'école historique allemande, tout l'État moderne serait issu de l'Empire. Or, il est très frappant d'observer qu'après la défaite française en 1870, eh bien, la puissance de la philosophie allemande de la révolution conservatrice et de la révolution sociale, qui d'ailleurs au XXe siècle diront des raisons dangereuses, a eu pour effet, et c'est un effet second, c'était pas, de refouler puissamment le courant moderne du droit politique républicain anglo-français. Et donc, pendant tout le premier XXe siècle, et je le dis parce que c'est à ça que je me suis trouvée affrontée dans mes recherches toute une partie de mon existence, la philosophie politique moderne a été oubliée, et d'ailleurs avec elle l'intérêt pour le droit, qui était considéré comme une simple superstructure, de même que la compréhension véritable de la sécularisation du théologico-politique. Et le résultat que je trouve, au fond, d'avant de cette influence de la philosophie idéaliste germanique, je parle de la philosophie politique, a été la survie en commun prolongée d'une doctrine du développement politique qui avait été combattue par toute la traduction
républicaine française depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Et en fait, après la prééminence de la révolution sociale dans la philosophie de la révolution, emportée après le mur de Berlin, la domination au XXe siècle de tous les astres obscurs de la révolution conservatrice allemande, Heidegger, Carl Schmitt, Ernst Kantorowicz, trois philosophes politiques. Heidegger n'est pas un philosophe vraiment politique, mais Carl Schmitt et Ernst Kantorowicz sont tout à fait des philosophes politiques, et de leurs principes de philosophie politique que l'on trouve aujourd'hui distribués dans la Vulgate de la pensée politique. Je la résume. Les humains sont des êtres pour la mort et non pour la vie bonne. L'histoire est tragique. Il n'y a pas d'état du droit mais seulement des empires. Il n'y a pas de sécularisation moderne du théologico-politique car tous les États ont un corps mystique. Les droits de l'homme ne sont pas une politique. La République est un œuvre, etc., etc. Ça, c'est la Vulgate, n'est-ce pas, qui domine aujourd'hui un très grand nombre d'esprits. Alors, ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, qui est décevante, qui est moins grave, elle est décevante aussi, mais elle est moins grave. C'est le quasi-monopole qui a été laissé à Napoléon anglo-saxon. Pourtant, si je les lis, je les admire d'une certaine façon. Kelly, Pocock, Skinner, Jonathan Israel, de la recherche de la généalogie des républiques modernes, tandis que les études françaises, n'est-ce pas, absorbées d'un côté par le social, l'histoire sociale, de l'autre par l'empire, n'est-ce pas, l'histoire politique eh bien, sont demeurées, malgré quelques exceptions, mais très, très peu nombreuses, malheureusement, à la cape, comme on dit dans la navigation. Or, à mon sens, eh bien, on ne peut pas comprendre et connaître la pensée politique de Spinoza, c'est pour ça qu'il y a un arrêt, si au lieu de la projeter vers l'aval des révolutions contemporaines, révolution sociale, de ce côté-là, mais aussi révolution conservatrice, si on ne la réinscrit pas dans un autre contexte, celle de l'histoire moderne, et si on ne la reprend pas du côté des droits politiques. Et c'est donc ça que je voulais vous dire à vous les juristes, n'est-ce pas, c'est qu'il faut relever le gant. Il faut absolument reprendre la place de la compréhension de la généalogie de la République, de son droit politique alternatif à celui de l'Empire, sans oublier notre passé. Et cette recherche de l'histoire du droit politique moderne, que notre génération n'a pu accomplir que de façon parcellaire et isolée, eh bien j'espère qu'elle sera réalisée de façon beaucoup plus large et beaucoup plus complète par la nouvelle génération de juristes, qui d'ailleurs lit déjà les traités politiques de Spinoza, où elle doit trouver l'un des fondements les plus sûrs et les plus argumentés du droit politique républicain moderne. Et c'est pour ça que j'étais si heureuse de venir ici.